La veillée était calme jusqu'à ce que le ciel tourne orange et qu'une ferme devienne une fournaise rugissante. Un marine à la retraite se tenait seul au bord de la route et la chaleur frappa son visage comme une guerre qu'il avait juré être finie. À l'intérieur de la grange en feu, un troupeau entier se jeta contre des barrières, des sabots désespérés martelant pour une issue. Il courut quand même, arrachant les lequets, guidant le bétail terrifié dans le vent comme s'il dirigeait le destin lui-même. Puis il l'entendit, un souffle étranglé sous le craquement des poutres, et vit un berger allemand coincé sous une poutre tombée. Le chien ne pouvait pas aboyer. Il regardait seulement, des yeux ambres fixés sur les siens comme un crochet le tirant en arrière dans la fumée. Seriez-vous entré, vous aussi? Dites-nous d'où vous regardez et s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez avec nous. Gideon Gus Hale avait 50 ans et était bâti comme le genre d'homme que le vent avait essayé de bousculer pendant des décennies et avait échoué. Environ 6'1", aux épaules larges, robustes, avec une peau bronzée et un visage anguleux qui semblait sculpté dans du vieux chêne. Ses cheveux courts bruns foncés étaient coupés pratiquement, argentés aux tempes, et sa barbe très légère ne décidait jamais tout à fait si elle voulait être une barbe ou un souvenir. Les gens en ville disaient que ses yeux étaient bleu-gris, mais cela ne capturait pas la façon dont il contenait de la profondeur, la façon dont il regardait parfois au-delà du présent, comme si le passé envoyait encore des cartes postales. Il vivait seul dans une cabane à l'extérieur de Redwood Valley, Minnesota, où les matins venaient lumineux et honnêtes, et le soir sentait le pain coupé et l'eau froide du lac. Il ne possédait pas de chien, ne gardait pas de chat, ne gardait même pas une plante d'intérieur à laquelle il devrait s'excuser si elle se flétrissait. Ce n'était pas de l'aversion. C'était du feu déguisé en discipline. Tout ce que vous aimez devient quelque chose que vous pouvez perdre. Et Gus avait déjà appris cette leçon dans des endroits où le ciel ne ressemblait pas à la maison. Il portait la même tenue tous les jours comme un uniforme qu'il avait choisi pour lui-même. Une vieille veste en toile marron terreux avec un ourlet légèrement brûlé, une chemise de flanelle rouge et noire en dessous, un jean bleu foncé, des bottes de travail en cuir marron et une vieille montre militaire qui tic-tac comme un minuscule métronome, insistant sur le fait que le temps avançait toujours. Ce soir-là, il roula sur la route de comté avec le soleil transformant les champs en drap d'or. Son esprit calme de la manière que les hommes calmes préfèrent, jusqu'à ce que son nez capte quelque chose de mal. La fumée n'appartenait pas à la douceur de la saison. La fumée n'appartenait pas à un ciel aussi propre. Puis il le vit, une colonne de brun-rouge foncé s'élevant au-delà du roulement des pâturages, et en dessous la lueur changeante frénétique de la flamme. La lumière de Redwood Valley devint soudainement mythique et brutale, comme si le soleil avait trébuché et était tombé dans une grange. Gus s'arrêta, écoutant de tout son corps. Le bruit lointain et faible n'était pas du tonnerre. C'était de la panique. Des animaux, du bois qui craquait, du métal qui chantait en chauffant. Pendant un battement de cœur, il pensa à appeler à l'aide d'abord, comme le ferait un homme normal. Puis il était déjà en mouvement. Il roula à fond vers le ranch Bishop, les pneus faisant voler le gravier, le cœur serré et relâchant dans cette vieille habitude, serré et relâchant comme s'il s'entraînait à survivre. L'endroit Bishop était ouvert et large. Tout pâturage lumineux et clôture pratique. Sauf que maintenant le monde autour était une gueule de feu. Une longue grange basse et des enclos de bétail adjacents brûlaient avec la faim implacable du bois sec et du vent. La fumée roulait à travers la cour, transformant la lumière du jour en quelque chose d'amoché. Gus pouvait entendre le bétail beugler, des sons profonds et terrifiés qui n'étaient pas seulement du bruit, mais du langage. Piégé, piégé, piégé. La chaleur le frappa alors qu'il sautait du camion, et l'air avait un goût de pièces de monnaie chaude. Il courut vers l'enclos le plus proche, tirant les loquets avec des mains qui n'hésitaient pas.
des mains qui avaient appris dans une autre vie que l'hésitation était un luxe. Le troupeau déferla, les corps se pressant, les sabots frappant les planches, les yeux bordés de blanc et sauvage. Il poussa la barrière ouverte et agita les bras, sa voix traversant le rugissement. « Allez, allez, bougez !» Il n'essaya pas de paraître héroïque, il essaya juste d'être utile. Il donna un coup de pied à une planche lâche, dégagea un chemin et inclina son corps de sorte que le bétail suive le couloir le moins enfumé vers le pâturage ouvert. La grange gémit, un son comme un vieux géant se réveillant en colère. Une poutre de toit craqua au-dessus de lui, et des cendres tombèrent comme de la neige noire. L'esprit de Gus fit un inventaire froid. Direction du vent, voie de sortie où les animaux s'agglutinaient. Il pouvait sentir la brûlure sur ses joues, la piqûre sur ses poignets, et la petite marque de brûlure fanée sur son propre poignet semblait résonner comme si sa peau se souvenait du feu avant que son cerveau ne puisse le nommer. Quelques bovins s'élancèrent, trébuchant, puis retrouvant leur équilibre alors que le champ ouvert leur offrait une seconde chance. Mais le son qui arrêta Gus à mi-pas n'était pas un meuglement ni un craquement. C'était un souffle, rauque, humide, trop proche pour être imaginé. Il le suivit dans la fumée, toussant une fois, puis l'avalant car tousser perdait du temps, touillant. Là, à moitié caché par le gris tourbillonnant, un berger allemand gisait coincé sous une poutre en bois tombée près d'une porte latérale, un endroit où la chaleur avait tiré comme la colère. Le chien avait environ 5 ans, mâle, grand et musclé même dans la défaite. Son double pelage noir et feu était terni par la cendre. Ses oreilles dressées étaient aplaties, non par peur, mais par douleur. Ses yeux ambre brillants se fixèrent sur Gus avec une concentration qui ne suppliait pas, elle commandait. Il y avait une tache assombrie par la fumée le long de son museau, une petite tache plus claire sur sa poitrine, comme une étoile têtue, et une longue éraflure cicatrisée sur sa patte, avant qu'il laissait entendre que ce chien savait déjà ce que signifiait se relever. Une petite cicatrice à son épaule se voyait à travers la suie. Autour de son cou se trouvait un collier en cuir brun foncé, la plaque métallique légèrement déformée, comme si elle avait déjà rencontré la chaleur et y avait survécu. Le chien n'aboya pas. Il ne pouvait pas. Sa poitrine travaillait dur. Chaque inspiration était un combat. Gus sentit quelque chose en lui, un endroit dur et gardé tressaillir comme une porte qui ne s'était pas ouverte depuis des années. Et, dit-il, plus doucement qu'il ne le voulait, comme si la douceur pouvait empêcher le monde de se briser davantage. Il tomba à genoux, ses bottes s'enfonçant dans la cendre humide. La poutre avait l'épaule et la cage thoracique du chien coincée à un angle qui pouvait le ruiner si Gus tirait mal. Gus glissa ses mains sous la poutre, testa le poids, l'équilibre. C'était assez lourd pour faire jurer un homme plus jeune et faire reculer un homme plus intelligent. Gus n'était ni jeune ni reculant. Il se prépara, la mâchoire serrée, les muscles de ses bras et de son dos, tirant des cordes de douleur et souleva. La poutre monta d'un pouce, puis d'un autre. Les yeux du berger s'écarquillèrent, non pas de panique, mais avec quelque chose comme une permission féroce. Gus déplaça la poutre sur un poteau de soutien cassé, s'offrit un souffle, puis traîna le chien hors de là. Faisant attention aux côtes, faisant attention à la patte. Le chien trembla et Gus enroula sa veste à l'ourlet brûlé autour de lui sans réfléchir. La façon dont vous enveloppez quelque chose de précieux pour qu'il ne se brise pas. Le nez du berger se pressa une fois contre la flanelle de Gus. Un bref contact rassurant. Puis le chien essaya de se tenir debout. Non, marmonna Gus, et malgré le chaos, le coin de sa bouche tressaillit dans cet humour sec qui apparaissait quand le monde devenait trop sérieux. Tu n'impressionnes personne en ce moment. Il prit le chien complètement dans ses bras, surpris par le poids et par la façon naturelle dont cela lui semblait, comme porter une responsabilité au lieu d'un fardeau. Derrière eux, le bétail se déversait dans le champ, des silhouettes noires contre la flamme orange, et Gus se força à continuer d'avancer.
Un pied, puis l'autre, jusqu'à ce qu'il traverse la ligne où la chaleur s'adoucissait et la fumée s'amincissait. Environ un tiers du chemin vers le camion, le berger fit quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspondait pas à la simple histoire d'un homme qui sauve un chien. La tête du chien se leva brusquement, les oreilles se dressant malgré la douleur, et ses yeux ambres se fixèrent sur la manche gauche de Gus. Il renifla fort, puis laissa échapper un son bas et vibrant de sa gorge, un avertissement plus qu'un gémissement. Gus s'arrêta, confus. Le nez du chien se pressa à nouveau contre la veste en toile, insistant, puis se tourna vers la grange comme s'il pointait. Gus suivit la ligne de ce regard et sentit son estomac se nouer pour une raison différente de l'incendie. La fumée n'était pas seulement du bois et du foin. En dessous, faible, mais indubitable, il y avait l'odeur chimique âcre de l'essence, déplacée dans un range qui stockait correctement le diesel et ne le renversait pas comme un adolescent insouciant. L'esprit de Gus devint froid, une image de quelqu'un versant, quelqu'un allumant, quelqu'un s'éloignant pendant que l'animal criait. Il n'avait pas ce de preuve. Pas encore, mais la réaction du chien était une sorte de révélation de la vérité. L'honnêteté intransigeante d'un animal, une boussole qui ne mentait pas pour être poli. La plaque déformée du berger scintilla alors qu'il se déplaçait, et pendant une brève seconde irrationnelle, Gus pensa « Ce n'est pas seulement un sauvetage, c'est un message pas surnaturel de manière ringarde. Quelque chose de plus ancien et de plus simple. La justice a une odeur, et les chiens peuvent ne la sentir longtemps avant que les hommes n'admettent qu'elle existe. » La main de Gus se serra et se relâcha. Il avala l'envie de courir de nouveau dans l'enfer et de chercher un méchant dans les flammes. Plus tard, se dit-il, et cela ressemblait à une promesse. D'abord, nous vivons. Il porta le chien jusqu'au camion, le déposa doucement sur le plancher côté passager, sur une couverture que Gus gardait pour les urgences qu'il ne voulait jamais. Et ensuite, parce que Gus ne faisait pas confiance à la chance, il roula directement vers la clinique vétérinaire la plus proche, ses feux de détresse allumés, la mâchoire serrée, les yeux fixes. La clinique était un petit bâtiment en bordure de ville où le soleil lumineux de fin de journée rendait encore la vue joyeuse. Comme si le monde n'avait pas juste essayé de brûler un ranch. À l'intérieur, tout sentait l'antiseptique et la fourrure mouillée, et la sueur nerveuse des gens qui aiment leurs animaux plus qu'ils n'aiment leur fierté. Le Dr. May Whitaker le rencontra à la porte. La quarantaine, de corpulence moyenne, les cheveux courts bruns glissés derrière ses oreilles, des lunettes perchées bas sur son nez, comme si elle lisait toujours les petits caractères du destin. Elle se déplaçait avec une rapidité calme, celle que l'on acquiert qu'en étant témoin d'urgence et en refusant de paniquer. Par-dessus des blouses, elle portait une blouse blanche, mais elle n'était pas immaculée. Elle avait les légères éraflures et marques d'encre d'un vrai travail. Ses yeux bruns, pratiques, gentils sans être sentimentaux, observèrent la veste maculée de cendres de Gus, le museau sombre, enfumé du chien, et le tremblement dans les mains de Gus qu'il prétendait ne pas exister. « Feu ?» demanda-t-elle, atteignant déjà une civière. Gus hocha la tête une fois. Il n'offrit pas de discours. Il n'en avait pas besoin. Le berger essaya de relever sa tête à nouveau, têtu comme un soldat, refusant de rester à terre. Et le Dr. Whitaker pressa 2 doigts sur ses gencives, vérifia sa respiration, écouta sa poitrine avec un stéthoscope, son visage se crispant au son. « Inhalation de fumée », murmura-t-elle. « Possible contusion, peut-être une fracture. Nous en saurons plus dans 1 minute. » Elle regarda Gus alors, non accusatrice, non élogieuse, juste le voyant. « Vous l'avez sorti, dit-elle. » Ce n'était pas un compliment. C'était un fait, et d'une certaine manière, cela le rendit plus lourd. Gus se tenait dans le couloir pendant qu'il travaillait, observant par une fenêtre le berger sous masque à oxygène et stabilisé.
Il sentit la vieille impuissance familière, attendant pendant que quelqu'un d'autre se battait pour une vie, ramper le long de sa colonne vertébrale. Les yeux du chien le trouvèrent de même à travers le masque, et Gus fit la seule chose qu'il ne s'attendait jamais à faire. Il leva une main et la tint là, paume ouverte, un signal silencieux qu'il était toujours présent. La queue du chien battit une fois, petite, faible, mais réelle. Le docteur Whittaker sortit un moment plus tard, griffonnant des notes. « Il est coriace, dit-elle. Il aura besoin de repos, de médicaments et de quelqu'un pour le garder calme pendant les 2 prochaines semaines, surtout. » Le premier instinct de Gus fut de dire « Pas moi ». Son second instinct, nouveau, malvenu, honnête, fut de demander « Le fera-t-il » Il ne termina pas. Le docteur Whittaker comprit quand même. « Il va s'en sortir, dit-elle, parce que vous ne l'avez pas laissé sous cette poutre. » Gus expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir depuis qu'il avait senti la fumée pour la première fois sur la route. La nuit était tombée lorsque Gus retourna vers le ranch Bishop, le berger sédaté mais vivant, recroquevillé comme une ombre faite de fourrure et de souffle sur la couverture. La cour du ranch était bondée de mouvements épuisés, de voisins, de pompiers volontaires, de la lueur des lumières de travail, de la chorégraphie sombre du nettoyage. Et là, près du bord du champ, où le bétail s'était finalement immobilisé en un groupe tremblant, se tenait Warren Bishop. Il avait 62 ans, maigre et robuste, avec des cheveux poivres et celles gardées soignées même en cas de désastre, une moustache argentée qui le faisait paraître à la fois sévère et étrangement digne, et des yeux bruns foncés qui portaient le poids d'un homme qui avait bâti une vie de ses mains et s'attendait à ce que le monde la respecte. Sa veste en jean bleu délavé était striée de suie, son thé gris humide au col, et son pantalon de travail brun était saupoudré de cendres. Il se déplaçait avec une légère démarche lente, le genre de pas prudent qui vient d'années de mal de dos et du refus de l'admettre. Quand il vit Gus sortir du camion, il ne courut pas avec une gratitude théâtrale. Il s'approcha comme un homme approchant un fait qu'il ne voulait pas oublier. Ses mains colleuses se tendirent une fois, incertaines de l'endroit où se poser, sur l'épaule de Gus, sur la porte du camion, en prière. Gus ouvrit la porte passager pour que Warren puisse voir le chien. Les yeux ambres du berger s'entr'ouvrirent, et sa plaque métallique déformée scintilla à nouveau, captant la lumière de travail comme une petite pièce de monnaie têtue d'espoir. Warren le regarda longuement, 1 seconde, puis Gus, observant la cendre sur le visage de Gus, l'ourlet brûlé de sa veste, la façon dont sa mâchoire était serrée dans cette ligne disciplinée qui disait qu'il le ferait à nouveau si le monde le demandait. La voix de Warren sortit basse, rauque par la fumée et quelque chose comme de la stupéfaction, et la phrase atterrit comme un seau pressé dans de la cire. « S'il t'a choisi, ne le refais pas orphelin. » Le lendemain matin arriva comme les matins du Nord aiment arriver, lumineux, propre, presque offensivement plein d'espoir. La lumière du soleil glissa à travers les fenêtres de la cabane et posa des bandes d'or pâles sur les planchers usés, comme si le monde avait décidé que l'incendie de la nuit dernière ne le regardait plus. Gus Hale se tenait à l'évier, les manches retroussées, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le dos de ses jointures était égratigné, et ses paumes conservaient cette légère piqûre qui venait de la chaleur et du bois brut. Il fléchit ses doigts, puis fit ce qu'il faisait toujours quand l'émotion essayait de parler en premier. Il travailla, il fit bouillir de l'eau, il rinça un torchon, il sortit d'un bol qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, le genre de bol qui n'avait aucun but dans une maison d'hommes seuls. Puis il s'arrêta, agacé par lui-même, comme si le bol était apparu sans permission. Un son doux du coin du canapé lui répondit. Une lente expiration, lourde et vivante, de berger allemand, était allongé sur une couverture que Gus avait tirée du placard, son grand corps noir et feu recroquevillé serré, musclé même au repos.
Ses oreilles dressées tressaillirent à chaque craquement de la cabane. La tache assombrie par la fumée le long de son museau lui donnait l'air d'avoir été embrassé par la cendre. Et ses yeux ambres, quand ils s'ouvrirent, portaient cette luminosité têtue qui n'appartenait pas à une victime. Une petite tache plus claire sur sa poitrine montait et descendait comme un minuscule phare. Le collier en cuir brun foncé entourait toujours son cou. La plaque métallique légèrement déformée cliqua faiblement quand il bougea, une clochette accidentelle rappelant à Gus qu'il y avait maintenant un deuxième battement de cœur dans la pièce. Gus se dit que c'était temporaire. Il se dit beaucoup de chocolat ce matin-là. La vérité était plus simple et plus gênante. Le chien l'avait suivi hors de l'incendie et une partie de Gus, une partie scellée, avait suivi le chien en retour. À la clinique vétérinaire, le docteur May Whitaker avait été précise et dénuée de romantisme à ce sujet. C'était le genre de femme dont la gentillesse ne gênait jamais la compétence. La quarantaine de corpulence moyenne, les cheveux courts bruns glissaient derrière ses oreilles, des yeux bruns qui restaient fixes même quand les gens ne l'éteignent pas. Ses lunettes lui donnaient l'air de toujours mesurer le monde pour des fissures. Elle avait écouté les poumons du berger et regardé l'oxygénomètre comme si c'était un minuscule tribunal. Traumatisme des tissus mousse, dit-elle en tapotant ses notes. Contusion, peut-être une fêlure capillaire, mais pas de fracture évidente. L'inhalation de fumée est la plus grande préoccupation. Il a besoin de calme, d'air pur, de médicaments et de surveillance. Gus était resté là, les cendres encore dans les coutures de sa veste, et avait essayé d'avoir l'air d'un homme qui n'allait pas se voir confier une responsabilité qu'il ne voulait pas admettre pouvoir gérer. Il appartient au Ranch Bishop, dit Gus, parce que les faits étaient plus sûrs que les sentiments. Le Dr. Whitaker leva les yeux, et pendant une seconde, le couloir de la clinique parut très silencieux. Il appartient à ce qui le maintient en vie, répondit-elle, d'une voix douce mais ferme. Pour l'instant, cela semble être vous. Gus n'aimait pas à quel point cela sonnait juste. De retour au ranch la nuit précédente, Warren Bishop avait exprimé sa gratitude comme le fait un homme aux mains colleuses, brièvement, comme s'il craignait que trop de mots n'avilissent la dette. Warren avait 62 ans, maigre et robuste, avec des cheveux poivres et cils gardés soignés par fierté tenace, une moustache argentée qui donnait à sa bouche un air perpétuellement impassible, et des yeux bruns foncés qui contenaient plus d'amour fatigué qu'il n'en dirait jamais à voix haute. Il se tenait avec cette légère démarche prudente qui venait d'années de mal de dos et du refus de ralentir. Quand Gus ouvrit la porte du camion et que Warren vit le chien respirer, sédaté mais vivant, toute la posture de Warren se détendit, comme une clôture se détend quand la tempête passe. Puis vint la phrase qui resta dans la poitrine de Gus comme une pierre. « S'il t'a choisi, ne le refais pas orphelin. » Maintenant, dans la cabane silencieuse, les yeux du chien suivaient Hall avec la même attention concentrée qu'ils avaient eue sous la poutre, comme si le berger essayait toujours de confirmer que Gus était réel et pas seulement une hallucination de sauvetage. Gus s'accroupit à côté de lui et lut l'étiquette du médicament comme si c'était un briefing de mission. « D'accord, marmonna-t-il, moins au chien qu'à l'univers. Nous faisons cela de la bonne manière. » Le berger cligna lentement des yeux, puis frappa une fois sa queue, doucement contre la couverture. Un son si petit qu'il ressemblait à une poignée de main secrète. La bouche de Gus tressaillit. « Ne sois pas arrogant, dit-il au chien, et le ton était assez sec pour passer pour de l'humour. Les oreilles du berger frémirent comme s'il comprenait que le sarcasme était la langue locale. Vers le milieu de la matinée, un camion froissa l'allée de gravier de Gus. Gus sortit sur le porche, les bottes plantées, les épaules carrées, non hostile, mais sur ses gardes. Il reconnut la veste en jean bleu délavé et la vieille casquette de baseball avec le logo du ranch. Warren Bishop descendit, et à côté de lui vint Elsie Bishop, fin de la cinquantaine, début de la soixantaine, chaleureuse et perspicace, avec des cheveux blonds foncés mêlés d'argent
et ramassée en un chignon bas. Elle avait un visage aimable qui ne confondait pas la gentillesse avec la faiblesse, des yeux perçants qui remarquaient les détails, et une façon pratique de se tenir, comme si elle pouvait porter à la fois les courses et le chagrin sans laisser tomber l'un ou l'autre. Elle portait un épais pull crème sous une doudoune olive, un jean noir, des bottes basses, et parce qu'Elsie était Elsie, un tablier marron, même maintenant, comme si la vie avait toujours des fleurs dessus quelque part. Elle tenait un petit sac en papier qui sentait légèrement la levure et la cannelle. « Bonjour, dit Warren, la voix rauque par la fumée et le manque de sommeil. Le sourire d'Elsie adoucit l'air. « Nous avons apporté du pain, annonça-t-elle, comme si le pain pouvait négocier n'importe quelle gêne sur terre. Gus hocha la tête une fois, les laissant monter sur le porche. Il n'invitait pas souvent les gens à l'intérieur. La cabane n'était pas en désordre, mais elle était privée, comme un esprit que vous ne vouliez pas que des étrangers traversent. Le berger leva la tête au son des voix. Son corps resta bas, mais ses oreilles se dressèrent, et un grondement bas et protecteur vacilla dans sa gorge. Pas d'agressivité, juste de la vigilance. Warren s'avança lentement. « Doucement, mon gars, » murmura-t-il. Mais les yeux ambres du chien n'étaient pas sur Warren. Ils étaient sur Gus, vérifiant comment Gus réagirait. Gus se surprit à dire « C'est bon ». Le berger se calma, le grondement s'estompant comme une tempête qui s'éloigne. Elsie regarda cet échange et ne dit pas « Je te l'avais dit », mais ses yeux le firent poliment. Warren s'éclaircit la gorge. « Le docteur a dit qu'il avait besoin de calme, commença-t-il. Je peux lui aménager une place dans la maison. Le garder prêt. » La tête du berger se tourna vers la porte ouverte derrière Gus, puis revint, le mouvement rapide, décisif. Non. Warren le vit aussi, et sa mâchoire se serra avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté ou de la douleur. « Il ne viendra pas, » dit Warren doucement, non comme une plainte, mais comme un fait qu'il ne savait pas comment gérer. Gus s'appuya contre le poteau du porche, la toile de sa veste se plissant à l'ourlet brûlé. « Il est à toi, dit Gus. Je l'ai juste fait sortir. » Elsie s'approcha, la voix douce mais ferme. « Chérie, dit-elle, et le mot ne sonnait pas condescendant. Il sonnait comme quelqu'un essayant d'empêcher un homme de sauter d'une falaise dans sa propre tête. Il ne s'est pas juste échappé, il s'est échappé avec toi. » La main de Gus se serra, se relâcha. « Je ne suis pas propriétaire de chien, » dit-il comme si l'identité pouvait être imposée comme une ligne de démarcation. Les yeux d'Elsie se plissèrent. « Drôle, » répondit-elle, hochant la tête vers les fournitures de pansement soigneusement empilées sur la table du porche. « Parce que tu as les mains d'un homme qui l'a déjà été toute la matinée. » Gus baissa les yeux et réalisa qu'il avait organisé les médicaments et la gaz comme un médecin de campagne. L'ironie le piqua. Warren expira, puis prit une décision comme les éleveurs prennent des décisions, directes et justes. « 2 semaines, dit-il, famille d'accueil temporaire. Nous le faisons correctement. Paperasse, visite de suivi, visite chez le vétérinaire. S'il se calme et veut revenir, il revient. S'il ne veut pas, il s'arrêta, ses yeux tombant sur la plaque déformée du berger. S'il ne veut pas, nous ne nous battons pas contre ce qui est déjà décidé. » C'était une grande phrase pour Warren parce que cela signifiait laisser partir quelque chose qu'il aimait. Gus ouvrit la bouche pour refuser, mais le berger bougea alors très doucement et posa son menton sur la botte de Gus. Le contact fut léger, presque respectueux, mais il atterrit durement. Gus sentit la cabane derrière lui, vide et silencieuse, soudain alourdie par la présence de ce menton. Il pensa à la façon dont le chien l'avait regardé sous la poutre, commandant, non suppliant, et à l'odeur chimique que le chien avait captée sur sa manche, l'étrange insistance, l'avertissement tacite. Le chien n'était pas seulement blessé, il était vigilant. Gus déglutit. « 2 semaines, dit-il, comme s'il acceptait de réparer une clôture, pas une vie. » Elsie sortit des papiers pliés du sac avec un stylo.
J'ai appelé le Dr. Whittaker, dit-elle. Elle a dit que nous pourrions faire un accord de famille d'accueil par la clinique. Comme ça, c'est officiel et personne ne peut accuser personne de quoi que ce soit. Gus prit le stylo. C'était ridicule. Signer des papiers au soleil après avoir survécu à un incendie. Mais il comprenait la paperasse. Le papier était la façon dont le monde prétendait pouvoir contrôler le chaos. Il écrivit son nom soigneusement, les lettres anguleuses et disciplinées. Warren signa aussi, sa main ferme malgré l'épuisement. Elsie ajouta sa signature, puis remet les formulaires dans le sac comme si elle rangeait un morceau fragile. Le berger regarda le tout, les yeux mi-clos. Mais quand Gus referma le stylo, la queue du chien battit une fois. « Ne célèbre pas, marmonna Gus. Tu es en probation. » Le rire d'Elsie fut doux et chaleureux. Même la moustache de Warren tressaillit, le plus proche que cet homme ait jamais été d'un sourire. Ils ne restèrent pas longtemps. Warren devait vérifier le bétail, la clôture, le squelette carbonisé de sa grange. Elsie laissa le pain sur le comptoir et toucha brièvement le bras de Gus. Un de ces gestes qui dit « Je te vois » sans rien demander en retour. Après qu'ils soient partis en voiture, la cabane retrouva son rythme plus calme. Mais ce n'était pas le même calme. Elle avait maintenant un pouls, une seconde présence qui écoutait. Gus passa l'après-midi à faire des choses pratiques. Il plaça un bol d'eau propre près du canapé, puis le déplaça de 2 pouces quand les yeux du berger clignotèrent vers la porte. Comme si Gardé avait besoin d'une meilleure ligne de vue. Il posa une autre couverture près du seuil de la porte d'entrée, et le chien la testa avec une patte, puis choisit étonnamment l'endroit à côté de la porte au lieu du canapé. Position de garde, Gus regarda, sentant cette étrange piqûre dans sa poitrine. Le berger ne demandait pas à être aimé. Il offrait de protéger. C'était un langage que Gus comprenait trop bien, vers le fin. La fin de l'après-midi, Gus ouvrit la porte arrière pour laisser entrer l'air frais. Le soleil était toujours brillant, transformant les arbres en or vert. Le berger se leva lentement, raide mais déterminé, et le suivit sur le porche. Gus s'attendait à ce que le chien renifle la cour, peut-être se soulage, peut-être tube à l'intérieur. Au lieu de cela, le berger se figea, les oreilles hautes, le nez levé, et prit une longue inspiration. Son regard se fixa sur quelque chose au-delà des arbres, vers la direction du ranch Bishop. Puis le chien fit la deuxième chose étrange de la journée. Il fit 2 pas, s'arrêta, et regarda Gus avec une expression qui n'était pas une demande. C'était une instruction. Gus fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais? » La queue du berger était basse, son corps tendu, comme une aiguille de boussole prise par un aimant. Il tourna légèrement la tête, reniflant à nouveau. Et là c'était, faible, mais réel. Cette même piqûre chimique âcre sous l'air pur porté par le vent comme un murmure de méfait. L'estomac de Gus se serra, les yeux du chien se rétrécirent. Puis il émit un grognement bas et régulier, non en colère, non effrayé. Certain. Gus regarda au-delà des arbres, le soleil brillant et innocent, et sentit le monde basculer de manière silencieuse. Si l'air portait encore cette odeur, si elle ne venait pas du chaos de la nuit dernière, mais de quelque chose de continu, alors l'incendie n'avait peut-être pas été la fin de l'histoire. Il avait peut-être été le début. La main de Gus se serra et se relâcha. Il entendit son propre battement de cœur, clair comme un tambour. La plaque déformée du berger cliqua une fois alors qu'il bougeait, comme pour ponctuer la pensée. Gus regarda le chien et pendant 1 seconde, il vit quelque chose de presque spirituel dans la simple et féroce constance de ce regard. Pas de magie, pas de fantaisie, mais le genre de vérité qui ressemble à de la foi parce qu'elle refuse de plier. Gus s'accroupit, rencontrant le berger œil pour œil. « Écoute, dit-il doucement, la voix rauque. Toi et moi, nous ne faisons pas des trucs de héros. Nous faisons de la survie. Tu guéris. Je te garde en sécurité. C'est tout. » Le chien cligna une fois des yeux,
puis pressa brièvement son nez sur le poignet de Gus, celui avec la vieille marque de brûlure, comme pour sceller un pacte. Gus déglutit difficilement, surpris par la piqûre derrière ses yeux. « Ouais, » marmonna-t-il, se relevant vite comme si le mouvement pouvait cacher l'émotion. « D'accord, 2 semaines. » Le berger se retourna et boitilla à l'intérieur, se posa à nouveau près de la porte, regardant le monde comme s'il protégeait Gus de quelque chose que Gus ne pouvait pas encore nommer. Gus resta seul sur le porche un instant de plus, la lumière du nord baignant tout d'une lueur indulgente, et réalisa que la cabane n'était plus vide, pas seulement de son, mais de sens. Il n'appelait pas ça la propriété. Il n'appelait pas ça l'amour. Il appelait ça un devoir parce que devoir était un mot qu'il pouvait tenir sans se briser. À l'intérieur, la respiration du chien se stabilisa, lente et forte, et Gus se laissa croire juste pour ce souffle que peut-être certains sauvetages n'étaient pas des accidents. Peut-être que certaines étaient des missions. 2 jours après l'incendie, le ranch Bishop ressemblait à un homme essayant de se relever après avoir été mis à terre. Sous le soleil éclatant du nord, le squelette carbonisé de la grange était presque trop honnête. Des poutres noircies s'inclinaient comme des côtes brisées, des plaques de mousse blanche croûtaient sur le sol, et une odeur de brûlé aigre s'accrochait à tout, peu importe la force du vent venant du lac. Gus gardait sa cabane silencieuse à dessein, mais le silence était devenu compliqué. Le berger allemand, toujours légalement le chien du ranch sur le papier, avait fait de l'entrée de la cabane son poste, allongé, sa large poitrine vers la porte et ses yeux ambres suivant chaque son. Le pelage noir et feu du chien était terni par la suie persistante. La tache assombrie par la fumée sur son museau lui donnait l'air d'un survivant qui ne se souciait pas de polir l'épreuve. Il se déplaçait avec raideur, favorisant la patte qui avait pris la poutre, mais son esprit était vif. Ses oreilles étaient toujours dressées, son regard toujours mesurant. Son collier en cuir brun foncé était bien ajusté à son cou, et la plaque métallique déformée cliquait doucement quand il bougeait. Un métronome accidentel rappelant à Gus que le temps ne s'arrêtait pas pour un traumatisme. Gus avait essayé de ne pas nommer le chien, comme si refuser un nom pouvait empêcher un lien de se former. Cela n'avait pas fonctionné. Le lien était déjà là, tissé dans ce moment sous la poutre. Gus se rendit au ranch tôt, le chien roulant sur le plancher passager, avec une couverture et un calme qui ressemblaient à de la discipline. La lumière du matin rendait les champs presque indulgents. Le ranch lui-même ne l'était pas. Warren Bishop travaillait déjà, sa silhouette élancée se déplaçant avec une détermination têtue malgré la légère démarche lente due à la douleur dorsale. Il portait la même veste en jean délavé, le même thé gris, le même pantalon de travail marron et les mêmes bottes en caoutchouc noir. Sa vieille casquette à logo de ranch ombrageant des yeux bruns foncés qui avaient vu trop de pertes et un trop peu de temps. Il ne salua pas Gus avec des discours. Il hocha la tête comme un homme reconnaissant la présence d'un autre homme de la seule manière qui lui faisait confiance, en le mettant au travail. Elsie Bishop allait et venait de l'entrée de la ferme avec son tablier marron comme une armure, sa doudoune olive et son pull crème attrapant la brise. Ses cheveux, blonds foncés, striés d'argent, restaient en un chignon bas qui ne semblait jamais se défaire, même quand le monde le faisait. Elle donna à Gus un thermos de café et un regard qui disait qu'elle savait qu'il n'avait pas dormi correctement depuis l'incendie, même s'il ne l'admettrait jamais. « Les pompiers arrivent, » dit Warren, la voix rauque. « Le comté veut une cause officielle. » Gus jeta un coup d'œil vers la grange brûlée. « Bien, » répondit-il, et se surprit de la force dans le mot. Il ne se souciait pas de la paperasse pour elle-même. Il s'en souciait parce que le nez du chien avait capté de l'essence là où l'essence n'avait pas sa place, et parce que le monde avait appris à Gus à faire plus confiance aux schémas qu'aux promesses. Un SUV blanc arriva vers le milieu de la matinée et se gara à une distance prudente des débris. Un homme en sortit qui semblait appartenir à un autre genre de temps. Soigné, contrôlé,
presque trop propre pour un ranch. Il avait entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine, de taille moyenne en forme, mais pas costaud, avec des cheveux sable coupés courts et une moustache taillée qui rendait son visage perpétuellement sérieux. Sa peau était claire, lissée, mais pas abîmée par le soleil, et ses yeux étaient d'un gris perçant qui ne perdait pas de temps. Il portait une veste utilitaire foncée sur une chemise à col, des bottes de travail qui n'avaient jamais rencontré de boue par accident, et un badge accroché là où il pouvait être vu sans être ostentatoire. C'était le chef des pompiers, Grant Hensley, un homme qui avait bâti sa personnalité autour des faits, parce que les faits ne vous trahissent pas. Les gens disaient qu'il avait perdu un cousin dans un incendie de maison des années auparavant. Que cela soit vrai ou non, il portait ce genre de gravité silencieuse. Comme si chaque scène était personnelle, même s'il ne l'admettait jamais. Il serra la main de Warren, puis celle de Gus, puis examina la grange en ruine, avec un regard qui mesurait les angles et les motifs de suie comme on lit une écriture sainte. « Vous étiez le premier sur les lieux? » demanda Hensley à Gus. Gus hocha la tête une fois. « Oui, expliquez-moi, » dit Hensley, sortant déjà un petit carnet. Gus ne dramatisa pas. Il donna l'heure, la direction du vent, le son du bétail s'agglutinant dans l'enclos, la position des pires flammes, la façon dont le feu montait anormalement vite le long du côté le plus proche du stockage de foin. Hensley écrivit sans trop lever les yeux, comme si le contact visuel pouvait contaminer les preuves. « Accélérateur possible, » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Le berger allemand se tenait près de la jambe de Gus sans s'agglutiner, simplement présent. Sa posture calme mais tendue. Quand Hensley s'approcha de la zone de foin, les oreilles du chien se dressèrent. Son museau se leva et son corps se raidit si soudainement que Gus le sentit dans ses propres os. Le chien laissa échapper un grognement bas et régulier, non fort, non menaçant, mais certain, comme une cloche d'alarme qui ne se souciait pas de savoir si quelqu'un voulait l'entendre. Hensley s'arrêta, le regardant. « Chienne de travail ?» demanda-t-il à Warren. Warren expira. « Chienne de garde » corrigea-t-il doucement. Hensley s'accroupit à quelques mètres, sans tendre la main, observant. « Il réagit à quelque chose, » dit Hensley, la voix monocorde, mais attentive. Le chien fit 2 pas raides, le nez vers le bas, et commença à gratter une tache de cendre près du mur latéral de la grange. Pas de grattage aléatoire, délibéré, concentré. Ses griffes raclèrent et la plaque déformée de son collier cliqueta à chaque mouvement. Gus retint son souffle. Le comportement du chien n'était pas de la peur. C'était une accusation. Hensley s'approcha, prenant garde de ne pas marcher là où le chien indiquait. Il enfila des gants, utilisa un petit outil métallique pour tamiser les cendres, et après 1 minute, il découvrit une tache humide et assombrée dans le sol, le genre de chose qui ne correspondait pas aux débris ordinaires d'une grange. Il la porta à son nez, puis la repoussa immédiatement, son expression se crispa. « Ça, » dit Hensley, la voix baissant, sans l'essence. Le visage de Warren se figea, comme si quelque chose en lui s'était aligné d'une manière plus froide. Elsie pressa une main sur sa bouche, ses yeux vifs soudain humides. Gus sentit son poing se serrer et se relâcher. Ce n'était pas encore une preuve suffisante pour condamner quelqu'un, mais c'était une preuve suffisante pour changer l'histoire d'une tragédie en un crime. Hensley resta là, regardant entre Warren et Gus. « Je vais mettre des échantillons en sac, » dit-il, « et je vais poser des questions que personne n'aime. » Le chien cessa de gratter et leva les yeux vers Gus. Ses yeux ambres semblaient dire « Maintenant tu le vois aussi. » Gus le regarda en retour et quelque chose de profond en lui, quelque chose qui avait dormi, s'éveilla. Le recrochet vint plus tard lorsque le ranch s'était installé dans un après-midi tendu et que les gens essayaient d'agir normalement dans les ruines. Gus aidait Warren à empiler des planches récupérées lorsque le berger allemand quitta soudainement son poste et boitilla vers le pâturage ouvert,
Il ne courait pas, ne paniquait pas, se déplaçant comme s'il avait reçu un ordre que lui seul pouvait entendre. Gus le suivit, irrité malgré lui. « Hé !» l'appela-t-il, gardant sa voix basse pour ne pas effrayer le bétail. Le chien ne s'arrêta pas. Il se dirigea vers la clôture près de la route, puis s'arrêta, les oreilles dressées. Une voiture passa, sombre, inconnue, roulant un peu trop lentement pour une route de comté. Le corps du chien se tendit, et il la fixa avec une concentration qui fit picoter la peau de Gus. Alors que la voiture passait, le chien laissa échapper un aboiement court et aigu, une seule note qui coupa l'air comme un fil cassé. Les feux de freinage de la voiture clignotèrent pendant une demi-seconde, puis elle accéléra. Le cœur de Gus tambourina. Le chien se tourna et pressa son nez sur le gravier où les pneus avaient jeté de la poussière, reniflant fort. Puis il regarda Gus à nouveau, et Gus comprit la vérité troublante. Le chien n'était pas juste traumatisé par le feu. Le chien reconnaissait une menace, reconnaissait une présence, comme si celui qui avait allumé le feu était revenu pour voir ce qui restait. Pendant un instant, la lumière du soleil sembla moins un réconfort et plus un projecteur. Gus eut l'étrange et sobre sensation d'être observé, non par des esprits ou de la superstition, mais par la cupidité portant une peau humaine. Il retourna vers Warren avec le chien à ses côtés, et sa voix sortit rauque. « Quelqu'un est passé lentement, » dit Gus. « Ça ne ressemblait pas à un voisin. » La mâchoire de Warren se serra. « Ils ont reniflé, » admit-il, « pendant des mois, des offres, des menaces. Vendez avant de tout perdre. » Le rire d'Elsie sortit amer, l'humour drainé, comme si nous n'avions pas déjà assez perdu. C'est à ce moment-là que le nom sortit enfin de derrière le rideau. Cole Bishop arriva le lendemain matin, mais il arriva d'abord dans les pensées de Gus. Warren avait parlé de son fils comme s'il parlait d'un système météorologique, distant, inévitable, parfois dangereux. Quand le SUV de location de Cole arriva, il avait l'air trop propre, trop urbain, trop sûr de lui. Cole en sortit avec une silhouette grande, mince, athlétique et le genre de coupe de cheveux noirs soignée qui disait qu'il faisait confiance aux horaires. Son visage était beau d'une manière tendue, la mâchoire serrée, les yeux bruns et vifs, scrutant les dégâts comme s'il calculait déjà les coûts et les responsabilités. Il portait un manteau de laine anthracite sur un col roulé noir, un pantalon kaki foncé, des chaussures en cuir marron et des gants en cuir noir. Une armure de ville sur un terrain de ranch. Un anneau simple était sur sa main, pas ostentatoire, plus comme un rappel qu'il appartenait à quelque chose qui attendait de lui qu'il réussisse. Son expression s'adoucit brièvement quand il vit Warren, puis se durcit à nouveau quand son regard se posa sur Gus. « Qui est-ce » demanda Cole, la voix contrôlée, mais acérée. Warren présenta Gus simplement, sans fioriture. Les yeux de Cole parcoururent la veste à l'ourlet brûlé de Gus, ses bottes tachées de cendre, son regard bleu-gris qui ne sciait pas. « Alors, c'est vous qui avez couru dans le feu, » dit Cole. Et cela sonnait moins comme de la gratitude et plus comme de la suspicion. Gus ne se défendit pas. Il avait appris il y a longtemps qu'expliquer ses bonnes actions à quelqu'un déterminé à en douter, c'était comme essayer de pelleter de la fumée. Le berger allemand s'avança, raide sur ses pattes mais stable, se plaçant légèrement entre Gus et Cole. Non agressif, juste positionné comme une ligne de démarcation vivante. Le regard de Cole tomba sur le chien. « C'est notre chien, » dit-il avec un accent possessif sur « notre ». Les oreilles du berger restèrent dressées, mais il ne bougea pas vers Cole. Ses yeux ambres restèrent fixés sur la main de Gus, comme si sa loyauté était déjà assignée. Les narines de Cole s'évasèrent, un signe rapide d'irritation. « Il est blessé, » claqua Cole. « Il devrait être à la maison. » La voix d'Elsie coupa, calme mais ferme. « Il est en sécurité, » dit-elle. « Il reçoit des soins, et il est plus calme avec Gus. »
Cole regarda sa mère, puis de nouveau Gus. « Plus calme, répéta-t-il, goûtant le mot comme s'il l'offensait. Les épaules de Warren s'affaissèrent légèrement. « Fils, dit-il doucement, il y a de l'essence sous les cendres. » Cela attira l'attention de Cole. Ses yeux se rétrécirent. Ce qui signifie... Le SUV de Hensley arriva comme s'il était appelé par l'attention. Le chef des pompiers sortit, portant des sacs de preuves scellés. Il salua Cole avec la même retenue factuelle qu'il offrait à tout le monde. « Ce qui signifie accélérant, » dit Hensley. « Ce qui signifie que ce n'est peut-être pas un accident. » Cole regarda de nouveau la grange brûlée, et pour la première fois sa confiance urbaine se brisa en quelque chose de brut. De la peur peut-être, ou de la colère. Il se tourna vers Gus. « Et vous étiez juste là par hasard, » dit-il, et l'accusation atterrit sèchement. Gus sentit la vieille envie de reculer, d'éviter le conflit, mais quelque chose de nouveau l'ancrait, le poids de la confiance d'un chien. « J'ai senti de la fumée, » dit Gus calmement. « C'est tout. » La plaque du berger cliqueta alors qu'il bougeait, et il laissa échapper un léger souffle, presque dédaigneux. Elsie, malgré tout, murmura « Il n'aime pas le drame. » Et pendant un battement de cœur, la tension se relâcha. Un petit fil d'humour essayant de recoudre la pièce. Cette nuit-là, le sabotage prouva que ce n'était pas juste des paroles. Une section de clôture le long de la route fut coupée net, non par une tempête ou un animal, mais par un outil. Vers minuit, le bétail commença à dériver, confus et nerveux vers l'ouverture, attiré par l'obscurité ouverte comme l'eau vers une fissure dans un barrage. Gus l'entendit avant tout le monde. Le léger cliquetis, le beuglement agité, et le berger allemand était déjà sur ses pattes, les oreilles en avant, le corps se déplaçant avec détermination malgré sa boiterie. Gus attrapa une lampe de poche et courut. Le pâturage était éclairé par la lune et lumineux, le ciel du nord parsemé d'étoiles qui semblaient indifférentes. Le bétail se déplaçait comme une vague lourde et lente vers la route. Un faux pas sur l'asphalte et tout le range pourrait de nouveau sombrer dans la tragédie. Gus ne cria pas follement. Il utilisa sa voix comme un outil basse et autoritaire. « Hé, 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 en arrière, en arrière. » Le berger allemand tourna large, gardant ses distances des sabots, utilisant la posture et la présence comme le font les bons chiens de berger, même s'ils n'étaient pas entraînés pour cela. Il inclina son corps, bloqua les animaux de tête et repoussa le bord avant du troupeau loin de l'ouverture. Gus trouva la clôture coupée et jura sous son souffle, pas assez fort pour effrayer le bétail, mais assez pour satisfaire l'univers qu'il était toujours humain. Warren arriva, le souffle court, les bottes claquant. Cole suivit, le visage pâle, les gants de ville inutiles contre le fil. Pour la première fois, Cole n'accusa pas. Il regarda juste le troupeau en mouvement et le berger boiteux le contrôlant comme un vieux professionnel. « Il fait ça blessé, » dit Cole, la voix stupéfaite. Gus ne prit pas le moment pour gagner. Il le prit pour agir. Ensemble, ils ramenèrent le bétail à l'intérieur sûr du pâturage, puis réparèrent temporairement la clôture sous les faisceaux de lampe de poche. Hensley arriva plus tard, prit des photos, secoua la tête une fois comme s'il était fatigué de la cruauté des gens. « C'est une escalade, dit-il. Quelqu'un veut vous effrayer. Quelqu'un veut que vous vendiez. » Les yeux de Warren étaient sombres. « Je ne le ferai pas, » dit-il simplement. Gus se tenait là, le fil mordant ses doigts, et sentit le berger allemand se presser brièvement contre sa jambe. Un contact rassurant, une confirmation silencieuse. Vous n'êtes pas seul dans ça. Maintenant, à l'aube, Gus installa des caméras. Rien d'extravagant, juste pratique. Il les monta haut, les orienta vers la route, les débris de la grange, la ligne de clôture. Ce n'était pas de l'héroïsme. C'était un verrou de portail pour la vérité. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le savait. Celui qui avait allumé cet incendie avait sous-estimé deux choses. À quel point une famille de ranch pouvait être têtue, et à quel point le nez d'un chien était honnête.
Le soleil se leva à nouveau sur Redwood Valley, lumineux et propre, comme si rien ne s'était passé. Mais Gus ne faisait plus confiance à la lumière du soleil pour signifier la sécurité. Il faisait confiance au travail. Il faisait confiance aux preuves. Et contre toutes ces vieilles règles, il faisait confiance à la présence chaleureuse et constante d'un berger allemand qui était sorti du feu et l'avait choisi comme une promesse que personne n'avait encore nommée. Le premier hiver après l'incendie arriva doucement, presque poliment, comme si le ciel voulait s'excuser pour ce que la terre avait enduré. La neige saupoudra les poteaux de clôture et transforma les champs en pages silencieuses, et le ranch Bishop, réparé et reconstruit par étapes tenaces, commença à respirer à nouveau. Gus Hale garda sa cabane comme il gardait son cœur, simple, ordonné, et à une distance prudente des attentes des autres. Il dormait encore sous son propre toit la plupart des nuits, se réveillait encore avant l'aube au tic-tac de sa vieille montre militaire, portait toujours la même veste en toile marron avec un ourlet légèrement brûlé, la même flanelle rouge et noire, le même jean et les mêmes bottes qui le faisaient ressembler à un homme bâti pour le travail plutôt que pour le confort. Mais ses jours appartenaient maintenant au ranch. Il roulait sur la route de comté tandis que le givre scintillait sur l'herbe. Et chaque matin, le berger allemand, plus sédaté, plus tremblant, roulait dans un silence constant, une grande présence noire et feu qui remplissait l'espace côté passager comme une promesse qui refusait d'être rejetée. Le chien avait guéri de la façon dont les animaux de travail guérissent. Non en oubliant la douleur, mais en construisant de la force autour d'elle. Sa boiterie s'estompa pour devenir une légère raideur les matins froids. L'éraflure cicatrisée le long de sa patte avant resta un pâle rappel sous sa fourrure. La tache assombrie par la fumée sur son museau resta, donnant à son visage une gravité permanente à moitié habillée, et la petite tache plus claire sur sa poitrine scintillait chaque fois qu'il bougeait au soleil comme une minuscule flamme refusant de s'éteindre. Ses yeux ambres restaient brillants et étrangement conscients. Le collier en cuir brun foncé et la plaque métallique déformée ne quittèrent jamais son cou. Et Gus ne les remplaça jamais par quoi que ce soit de nouveau, comme si l'ancienne plaque faisait partie de l'histoire du chien et donc partie du devoir de Gus. Au début, les gens en ville l'appelaient le chien de feu, comme si c'était un surnom que l'on pouvait porter gratuitement. Puis ils cessèrent de l'appeler quoi que ce soit et commencèrent à le regarder à la place parce que le chien n'agissait pas comme un animal de compagnie. Il agissait comme une boussole avec des muscles. Gus essayait toujours de ne pas appeler ça de l'amour. Il appelait ça de la responsabilité parce que la responsabilité ne le menaçait pas de perte, comme l'amour le faisait. Le ranch avait besoin de cette responsabilité. La douleur dorsale de Warren Bishop s'aggrava au fil des mois, et les yeux bruns foncés de l'homme devinrent plus fatigués. Il resta maigre et robuste, sa moustache argentée le rendant sévère même quand sa voix s'adoucissait. Mais il commença à bouger plus lentement, prudent à chaque pas, comme s'il négociait avec ses propres os. Elsie Bishop maintenait le cœur du ranch en vie, chaleureuse et perspicace, les cheveux blonds foncés, argentés et noués en un chignon bas familier, son tablier toujours mis, ses yeux vifs captant chaque petit changement d'humeur des gens. C'était elle qui s'assurait que les équipes mangeaient, que les voisins se sentaient remerciés et que le monde n'oubliait pas que la fierté et la gentillesse pouvaient partager la même table de cuisine. Cole Bishop resta d'abord principalement en ville. Quand il rentrait à la maison, il venait comme un homme visitant un musée de sa propre enfance, les mains dans des gants, l'esprit calculant, le visage tendu sous les cheveux noirs soignés et le manteau anthracite. Il n'admettait jamais qu'il avait peur, mais la peur vivait dans la façon dont il regardait la grange réparée et les poteaux de caméra près de la clôture, comme s'il s'attendait à ce que le passé frappe à nouveau. Gus n'essaya pas de gagner Cole. Il n'avait pas l'énergie pour la persuasion. Il continua juste à faire le travail qui devait être fait, réparant les barrières, engageant des soudeurs,
gardant les reçus, payant les ouvriers à temps, avec une honnêteté si simple qu'elle semblait presque démodée. Quand la machine à traire d'une famille voisine tomba en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre une nouvelle pièce, Gus livra tranquillement une valve de rechange et partit avant que quiconque ne puisse rendre la gratitude gênante. Quand une veuve sur la route ne put pas conduire après une opération, Elsie livra de la nourriture et Gus répara les marches de son Porsche sans l'annoncer. Warren observait ces choses comme les propriétaires de ranch observent la météo, silencieusement, se souvenant profondément. Au fil du temps, le berger allemand devint le système d'alerte officieux du ranch. Il pouvait entendre un moteur longtemps avant que les oreilles humaines ne le perçoivent, ses oreilles dressées s'orientant vers un son distant, tandis que les gens plaisantaient et sirotaient du café. Il pouvait détecter la maladie chez le bétail avant que les symptômes ne deviennent visibles, s'attardant près d'une vache dont la respiration avait changé, lui donnant des coups de museau sur le flanc, l'affixant jusqu'à ce que Gus remarque. Gus apprit à faire confiance à ce regard. Les instincts du chien n'étaient pas théâtraux. Ils étaient précis, et la précision la plus troublante de toutes vint quand Gus avait ses mauvais moments. Certaines nuits, après une journée de dur labeur et de conversations tranquilles, Gus cessait complètement de parler. Sa mâchoire se serrait. Son regard dérivait quelque part bien au-delà du ranch. L'air autour de lui devenait ténu, comme l'oxygène quittant une pièce. C'étaient les nuits où le passé revenait. Pas une histoire, mais une sensation. Gus n'avait jamais raconté à personne les détails de ce que la guerre lui avait pris parce qu'il ne voulait ni pitié ni question. Mais le chien semblait reconnaître le changement comme un marin reconnaît une tempête par la pression dans les eaux. Le berger s'approchait sans bruit, pressait son museau sombre de fumée contre le poignet de Gus, toujours le poignet avec la faible vieille marque de brûlure, et restait là jusqu'à ce que la respiration de Gus ralentisse et que sa main se desserre. C'était un ancrage sans drame, une ancre vivante. Elsie l'a vu arriver une fois par accident, et n'en a pas fait grand cas. Elle a seulement dit doucement « Il sait où tu gardes la douleur, n'est-ce pas ?» Gus l'avait fixé, surpris par la justesse, et avait répondu avec sa déviation sèche habituelle. « Il est curieux. » Elsie sourit comme si elle comprenait que la déviation était parfois la seule façon pour les hommes de survivre. Le rebond arriva la deuxième année, un beau jour de printemps où le pâturage paraissait presque trop vivant. Gus vérifiait une clôture avec le chien trottant à ses côtés, la queue basse mais détendue. L'air sentait la terre dégelée et l'herbe fraîche, le genre d'odeur qui vous fait croire aux secondes chances. Ils étaient près du stockage de foin reconstruit quand le berger allemand s'arrêta soudainement. Son corps se raidit, les oreilles hautes, et il baissa la tête vers le sol comme s'il écoutait un secret enterré sous la terre. Puis il commença à creuser. Non pas frénétique, non pas joueur, mais délibéré. Gus fronça les sourcils, s'approchant. « Qu'est-ce que c'est? » Le chien creusa jusqu'à ce que ses pattes frappent quelque chose de dur. Il le poussa du nez et recula, regardant. Gus s'agenouilla et balaya la terre, et ses doigts touchèrent du métal froid. Il retira un petit objet rouillé, un vieux briquet jetable à moitié écrasé, son plastique marqué par la chaleur, et faiblement estampillé d'un logo qui n'appartenait pas à un article de fourniture de ranch. L'estomac de Gus se serra avec un souvenir de cette première semaine après l'incendie, quand le chien avait aboyé une fois contre une voiture lente. Pendant un instant, le soleil sembla être un mensonge, et le pâturage parut retenir son souffle. Gus n'en parla pas immédiatement à Warren, non pas parce qu'il voulait le cacher, mais parce qu'il comprit soudain à quel point l'espoir était fragile dans une famille qui avait déjà été poussée au bord du gouffre. Il mit le briquet dans un sac, photographia l'endroit, et appela le chef des pompiers, Grant Hensley, d'une voix qui resta calme même si quelque chose de froid bougeait derrière ses côtes. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Gus. Hensley vint le lendemain, les yeux gris et sévères comme toujours, prit la preuve avec des mains gantées et prudentes,
et ne promit pas de miracle. Ça aide, dit-il. Ça ne l'arrête pas. Quand Warren l'entendit, il n'explosa pas. Il devint simplement très silencieux, comme les hommes deviennent silencieux quand la colère devient un carburant en soi. Alors ils n'ont jamais arrêté, dit Warren. Gus secoua la tête. Peut-être qu'ils ne le feront jamais, répondit-il. Le chien se tenait entre eux, immobile, comme s'il s'était planté là comme une déclaration vivante. Pas ici, pas encore. Ce moment changea la culture du ranch. Les caméras restèrent. Les voisins formèrent une surveillance informelle. Les gens qui pensaient autrefois que Gus était un étranger commencèrent à le saluer avec un nouveau respect. Non pas parce qu'il était charmant, mais parce qu'il était constant. Cole, lui aussi, changea. La troisième année, il commença à rentrer plus souvent à la maison. Il échangea ses chaussures de ville parfaites contre des bottes quand il le pouvait, bien qu'il ait toujours l'air d'un homme emprunté à un monde différent. Manteau anthracite, col roulé noir, gants, bague scintillant faiblement quand le soleil la frappait. Il commença à poser des questions pratiques au lieu de questions suspicieuses. Combien coûtaient les soudeurs? Quel est le calendrier de l'assurance? Avions-nous mis à jour les devis de clôture? Gus répondit sans condescendance parce que la condescendance était inutile. Et lentement, la peur de Cole se transforma en quelque chose de plus utile. La responsabilité. Le berger allemand aida à sa manière directe. Le chien ne flattait pas Cole. Il le regardait. Quand Cole parlait honnêtement, la posture du chien s'adoucissait. Quand la voix de Cole se tendait de frustration, les yeux ambres du chien se fixaient sur lui d'une manière troublante, comme un rappel silencieux. Les mensonges et les postures étaient une perte de souffle. Cole marmonna une fois, à moitié irrité, à moitié stupéfait. « Ce chien me juge. » Gus répondit, sans émotion. « Il a bon goût. » Même Cole rit, et le son était maladroit, mais réel. La quatrième année, la santé de Warren devint l'ombre silencieuse au bord de chaque bonne journée. Il n'annonça pas son déclin, il commença juste à s'asseoir plus souvent. Ses mains cailleuses qui avaient bâti une vie, commencèrent parfois à trembler lorsqu'il soulevait de lourds seaux. Elsia le remarqua d'abord, bien sûr. Elle le faisait toujours. Elle prit des rendez-vous sans fanfare, ajusta les repas, plia son inquiétude dans son tablier comme si elle y avait sa place. Warren avoua finalement à Gus un soir, debout dans l'entrée de la ferme, le crépuscule s'installant sur les champs. « Il y a quelque chose sur mes scanners, dit-il. » Les mots sortirent simplement, mais ses yeux le trahirent. Fatigué, résigné, silencieusement en colère contre son propre corps. Gus n'offrit pas de réconfort vide. Il hocha seulement la tête une fois, comme s'il reconnaissait un ordre. « Qu'est-ce que tu as besoin? » demanda-t-il. La bouche de Warren se serra avec quelque chose comme du soulagement. « J'ai besoin que le ranch reste debout, » dit Warren. « Pour Elsie, pour Cole, pour les gens qui en dépendent. » Gus regarda le pâturage où le berger allemand était allongé près du portail, vigilant même au repos. « Il le fera, » dit Gus. Il ne dit pas comment, il le pensait juste. La cinquième année arriva avec un été lumineux qui rendait le monde plus simple qu'il ne l'était. L'état de Warren s'aggrava. Les traitements commencèrent à lui voler sa force par petits incréments. Pourtant, il marchait encore sur la propriété quand il le pouvait, son pas lent encore plus lent maintenant, le bord de son chapeau ombrageant ses yeux. Cole était plus souvent à la maison qu'absent. Le ranch, paradoxalement, devint plus stable parce que Gus en était devenu l'épine dorsale, et Cole avait commencé à apprendre ce que signifiait porter un poids sans se plaindre. Gus retournait toujours à sa cabane la nuit, gardait toujours ses distances des commérages de la ville, refusait toujours de se qualifier de grandiose. Mais tout le monde sur cette terre connaissait la vérité. Gus n'était pas là pour prendre. Gus était là pour tenir. Un après-midi tardif, Warren demanda à Gus de venir à la cuisine de la ferme. Elsie était là, les mains croisées sur son tablier, les yeux vifs mais tendres. Cole se tenait près de la fenêtre, tendu dans son manteau anthracite, comme s'il se préparait à un impact.
Un homme que Gus ne reconnaissait pas était assis à table avec une mallette en cuir et un sourire poli et prudent, un avocat aux cheveux poivre et cils peignés soigneusement en arrière, une mâchoire rasée de près, et des yeux calmes qui semblaient entraînés à contenir le chagrin des autres sans s'y noyer. Son costume était discret, sa posture respectueuse, le genre d'homme qui n'aimait pas les conflits, mais comprenait que cela faisait partie de son travail. Warren le présenta comme l'avocat Miles Carden. « Nous allons faire ça correctement », dit Warren, la voix ferme, malgré la faiblesse derrière elle. « Pas de surprise, pas de couteau dans l'obscurité, un plan. » La gorge de Gus se serra. Les plans étaient censés prévenir les pertes. Ils réussissaient rarement. Pourtant, alors que l'avocat ouvrait son dossier et Kelsey tendait la main à Warren, le berger allemand entra dans l'encadrement de la porte, se tint là, la tête haute, et observa la pièce comme une sentinelle. Sa plaque déformée cliqueta une fois, une douce ponctuation qui sonnait à Gus comme le début de quelque chose d'inévitable. Warren rencontra les yeux de Gus et parla doucement, presque gentiment. « Vous nous avez aidés à nous relever, dit-il. Maintenant, nous construisons des rampes pour que personne ne tombe quand je serai parti. » Gus ne savait pas quoi dire. Alors il fit ce qu'il faisait toujours quand les émotions devenaient trop grandes. Il hocha la tête et resta. Warren Bishop mourut pendant la saison de l'herbe verte, quand le pâturage paraissait si vivant que cela en était presque cruel. Le ciel ce matin-là était d'un bleu nordique éclatant, du genre qui vous fait croire que rien de mal ne peut arriver. Et c'était là l'insulte. La vie continuant dans la beauté tandis qu'un homme s'éteignait dans une chambre d'hôpital silencieuse, la main de sa femme dans la sienne, et son fils essayant de ne pas craquer devant lui. Gus Hale ne s'habilla pas pour le deuil. Il portait la même veste en toile marron, avec l'ourlet légèrement brûlé, la même flanelle rouge et noire, le même jean foncé et les mêmes bottes marron, parce que le deuil ne méritait pas de costume et qu'il ne croyait pas aux faux-semblants. Son visage, avec sa mâchoire carrée et sa barbe très légère, semblait plus durement sculpté que d'habitude. La petite marque de brûlure fanée sur son poignet parut plus foncée contre la pâle lumière de l'hôpital. Il se tenait au fond de la pièce, les épaules larges, les mains se serrant et se relâchant. Se serrant et se relâchant, la vieille habitude essayant de faire quelque chose avec le sentiment. Warren était plus maigre que Gus ne l'avait jamais vu, moustache argentée, maintenant une ligne faible au-dessus d'une bouche qui avait si peu parlé mais tant signifié. Même dans la faiblesse, la présence de Warren remplissait l'espace comme une clôture, stable, protectrice. Elsie était assise près, ses cheveux blonds foncés argentés et épinglés en ce chignon bas familier, son pull crème et sa doudoune olive pliée à côté de la chaise comme si elle était arrivée prête à le garder au chaud, et n'avait pas accepté qu'elle ne pouvait pas. Ses yeux, vifs et gentils, étaient rouges mais sans ciller. Elle avait passé des années à être le cœur du ranch. Maintenant, elle faisait le travail le plus difficile de tous, laissant le cœur perdre son battement le plus ancien sans s'effondrer. Cole se tenait près de la fenêtre, grand et mince, ses cheveux noirs soignés légèrement désordonnés pour la première fois que Gus s'en souvenait. Son manteau anthracite pendait sur lui comme une armure de ville qui ne convenait pas à une pièce aussi honnête. La bague simple à sa main captait la lumière alors qu'il la frottait, avec son pouce encore et encore, une boucle nerveuse. Il regardait son père avec un visage crispé de chagrin et de culpabilité. Le genre de chagrin que les hommes confondent souvent avec la colère parce que la colère semble plus utile. Les derniers mots de Warren, quand ils vinrent, furent simples. Il ne fit pas de discours. Ce n'était pas un homme bâti pour la poésie. Il jeta un coup d'œil à Gus une fois, et dans ce coup d'œil, il y avait toute une saison de confiance. Puis il regarda Elsie, et son expression s'adoucit dans quelque chose comme de la gratitude. « Vous les gardez stables, » murmura-t-il, la voix si faible qu'elle était plus souffle que son. Elsie se pencha, son front touchant le sien,
et murmura quelque chose de privé qui sonnait comme une promesse et une prière entrelacées. La respiration de Warren ralentit, puis s'arrêta, et la pièce fit ce que les pièces font quand une personne la quitte pour toujours. Tout resta en place, pourtant rien n'était pareil. Gus ne pleura pas devant les gens. Il ne l'avait jamais fait, mais il sentit la perte dans sa poitrine comme un effondrement silencieux, comme une poutre qui cède. Le berger allemand n'était pas autorisé à l'hôpital, mais il attendait dans le camion dehors, et Gus pouvait presque sentir ce regard ambre à travers le pare-brise, stable comme un phare. Les funérailles eurent lieu sous un soleil qui refusait de s'éteindre. Le pâturage derrière l'église s'étendait vert et lumineux, le bétail beuglant au loin comme si le ranch lui-même chantait un hymne triste. Des gens vinrent de kilomètres à la ronde. Des voisins qui avaient pris du lait dans les moments difficiles. Des ouvrières qui avaient été payées équitablement quand d'autres propriétaires de ranch coupaient les coins ronds. Des familles qui se souvenaient de l'aide discrète de Warren quand leur propre grange avait besoin de réparation. Elsie se tenait droite, sans tablier pour une fois, vêtue simplement, toujours pratique, toujours elle-même. Cole la tenait par le bras, la posture raide, la mâchoire serrée. Gus se tenait à une distance respectueuse, non pas parce qu'il était distant, mais parce qu'il ne savait pas où était sa place dans ce genre de chagrin familial. Le berger allemand resta près de la jambe de Gus, calme, la queue basse, les oreilles alertes. Il était plus vieux maintenant, son corps complètement rétabli, le pelage noir et feu à nouveau brillant, à l'exception de la tache assombrie par la fumée sur son museau, qui ne s'estompa jamais complètement. La petite tache plus claire sur sa poitrine scintillait chaque fois qu'il respirait au soleil. La plaque métallique déformée cliqueta doucement lorsqu'il déplaçait son poids. Un minuscule son comme une horloge qui gardait l'heure même quand les gens auraient souhaité qu'elle ne le fasse pas. Le recrochet arriva non pas aux funérailles, mais dans le calme d'après, quand le chagrin se transforma en paperasserie et que le monde tenta de traduire une vie en signature. Une semaine après l'enterrement, Elsie demanda à Gus de venir à la ferme. Cole était déjà là, assis à la table de la cuisine avec l'avocat Miles Carden et un deuxième homme que Gus ne reconnaissait pas. Grand, aux épaules étroites et d'une douceur troublante. L'étranger avait l'air de sa place dans une tour de bureau, pas dans une ferme, fin de la quarantaine, la peau pâle qui n'avait jamais rencontré le soleil rude, les cheveux sombres peignés en arrière, le visage rasé de près avec des pommettes saillantes, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il portait un pardessus anthracite qui correspondait à la palette de Cole, mais semblait plus froid, et ses mains aux longs doigts immaculés reposaient sur la table, comme s'il possédait le bois. Ses yeux étaient d'un gris aqueux, mesurant constamment. L'avocat Carden le présenta comme Victor Sloan, un représentant de Horizon Development, et le nom tomba comme une pierre dans un puits. Horizon avait été l'ombre derrière les problèmes du ranch pendant des années. Des offres qui devenaient des menaces, des lettres polies qui portaient des couteaux entre les lignes. La voix de Victor était douce, agréablement plate. La voix d'un homme qui pouvait vous ruiner et quand même dire « Passez une bonne journée ». « Madame Bishop », commença Victor. « Monsieur Bishop », il hocha la tête vers Cole, puis regarda Gus comme si Gus était un équipement. « Nous sommes désolés pour votre perte. Vraiment, Horizon croit dans l'honneur des familles locales. » Gus faillit rire à la ligne, mais son humour devint amer dans sa gorge. Le berger allemand, allongé près de l'entrée, leva la tête, ses oreilles se dressèrent. Ses yeux ambres se fixèrent sur Victor avec une concentration si vive qu'elle fit dresser les poils sur les bras de Gus. Les lèvres du chien se retroussèrent légèrement. Pas un grognement, mais un avertissement. Une déclaration silencieuse. Menteur. Victor remarqua le chien et sourit plus largement comme s'il était amusé. « Bel animal, dit-il. Il semble protecteur. » La mâchoire de Cole se serra. « Il fait son travail, » répondit Cole sèchement. Victor glissa un dossier sur la table. « Horizon est prêt à faire une offre améliorée, dit-il.
Compte tenu des récentes tragédies et des défis de maintenir une grande exploitation, Elsie ne toucha pas le dossier. Ses yeux vifs restèrent fixés sur le visage de Victor. « Nous ne vendons pas, » dit-elle, la voix stable. Le chagrin s'était transformé en acier. Le sourire de Victor ne changea pas. « Bien sûr, dit-il, ne pas vendre, pas aujourd'hui. Nous discutons simplement d'options. » L'avocat Carden s'éclaircit doucement la gorge. « Le domaine Bishop est maintenant détenu dans un trust agricole, dit-il. Il dit calmement et précisément. Les termes sont clairs. » Les yeux de Victor tressaillirent, le premier signe d'agacement. « Les trusts peuvent être contestés, » répliqua-t-il légèrement, « surtout s'il y a des questions d'influence indue. » Son regard glissa vers Gus. L'insinuation était un fil mince et empoisonné. Gus sentit sa main se serrer et se relâcher. Il ne dit rien parce qu'il refusait de danser pour la satisfaction de Victor. Le berger allemand se leva alors, lentement et délibérément, et vint se placer directement entre Gus et Victor, non agressif, juste positionné. Sa plaque déformée cliqueta une fois, comme une ponctuation. Le sourire de Victor vacilla pendant un demi-battement de cœur. Dans ce scintillement, Gus le vit, la vérité cachée derrière le costume. La peur d'être vu. Victor partit peu après, mais l'air dans la cuisine resta tendu. Cole explosa dès que la porte se ferma. « Il va nous poursuivre, » dit Cole, la voix tremblante de colère. « Il va nous traîner en justice. Il va nous saigner jusqu'à ce que nous ne puissions plus garder le ranch. » Les mains d'Elsie tremblèrent, mais sa voix resta calme. « Votre père avait tout prévu, dit-elle. C'est pourquoi il a appelé Miles. C'est pourquoi il a fait des balustrades. » L'avocat Carden rouvrit les documents du trust, parlant en langage simple plutôt qu'en brouillard juridique. Warren a conçu le trust pour protéger la terre de l'acquisition prédatrice, expliqua-t-il. Il y a des restrictions sur la vente, des droits de première acquisition et une propriété structurée. Gus conserve l'autorité de gestion avec supervision. Cole a une participation définie en capital et au profit. Personne n'est évincé. Cole regarda les papiers, puis Gus. « Autorité de gestion », répéta-t-il, goûtant les mots comme s'il ne savait pas s'il devait les détester. Gus parla finalement, la voix basse. « Je ne veux pas la chaise de votre père, dit-il. Je veux que le ranch reste debout. C'est ce que Warren a demandé. » Les yeux de Cole se rétrécirent. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» demanda-t-il, la vieille suspicion tentant de se ressusciter. Gus ne broncha pas. « Vous ne devriez pas, » répondit-il simplement. « Faites confiance au travail. » Le berger allemand s'approcha de Cole, puis la tête légèrement baissée, les yeux ambre fixes. Il ne réclamait pas d'affection. Il offrait sa présence. Cole déglutit, surpris comme si le calme du chien était un miroir lui montrant la vérité. Il ne s'agissait pas de propriété. Il s'agissait de loyauté. 2 mois plus tard, le combat se déplaça de la table de cuisine au couloir du tribunal et au bureau de l'État. L'enquête du chef des pompiers Grant Hensley, combinée aux images des caméras de ranch, commença à peindre un tableau trop clair pour que Horizon puisse se cacher derrière la politesse. Une nuit, une caméra près du stockage de foin reconstruit capta des fers rampant le long de la clôture. Une autre caméra capta une silhouette encapuchonnée près de la route, grande, se déplaçant avec une détermination rapide, plaçant quelque chose près du portail. Le berger allemand avait réveillé Gus avant même que les images n'importent, grognant doucement, le nez pressé contre la porte comme si le danger avait une odeur. Gus trouva un petit récipient, une canette d'accélérant à moitié cachée dans les buissons, une tentative maladroite d'accuser le ranch ou de monter un autre accident. Gus ne joua pas au héros. Il appela Hensley. Hensley arriva avec 2 enquêteurs de l'État, des hommes en veste unie, avec des yeux qui semblaient fatigués de la cupidité humaine. Ils documentèrent tout,
prirent des empreintes digitales, récupérèrent les données des caméras. L'intérêt de l'État s'aiguisa après cela. Les offres améliorées d'Horizon cessèrent d'arriver. Leurs appels téléphoniques devinrent plus courts. Puis, brusquement, la présence d'Horizon s'amincit comme la fumée aspirée par le vent. L'avocat Carden retourna à la ferme un soir avec un sourire fatigué. « Il se retire, dit-il, non par gentillesse, mais par peur. L'État n'aime pas les schémas d'intimidation liés aux incendies criminels. » Elsie expira comme quelqu'un qui avait retenu son souffle pendant des années. Cole regarda le coucher de soleil par la fenêtre, son visage s'adoucissant en quelque chose de plus vieux et de plus triste. « Papa savait, murmura-t-il. Il savait qu'ils viendraient. » Gus hocha la tête. « Il a construit des balustrades, répondit Gus. Il ne vous a pas laissé un piège. » La reconnaissance officielle du ranch comme patrimoine agricole protégé vint plus tard. Une reconnaissance du comté que la terre Bishop détenait une valeur historique et communautaire, rendant plus difficile pour la pression corporative de l'obtenir à bas prix. Les gens en ville célébrèrent tranquillement, comme le font les villes du Nord. Dîners partagés, poignées de main, quelques larmes déguisées en rire. Gus n'assista pas à la célébration pour les éloges. Il y assista parce qu'Elsie le demanda et parce que rester était quelque chose qu'il apprenait. Dans la scène finale, Gus se tenait devant l'abri à bétail nouvellement construit, le bois propre et solide, le genre de structure qui promettait l'endurance. Le berger allemand était assis à côté de lui, la posture droite, les oreilles alertes, les yeux ambres observant le pâturage comme s'il gardait non seulement le bétail, mais le sens. La plaque déformée de son collier capta la dernière lumière et scintilla une fois comme une petite pièce de monnaie offerte au ciel. Gus posa sa main sur l'épaule du chien, sentant le muscle et la chaleur là, et quelque chose en lui se desserra. Il pensa aux vœux qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute, mais qu'il avait vécus. Ne jamais posséder de chien, ne jamais risquer la douleur de l'attachement. Le destin avait apparemment ri de ce vœu, avec une cruauté douce et de meilleures intentions. Gus n'avait pas sauvé le chien seul. Le chien avait sauvé la partie de Gus qui avait vécu comme une porte fermée. Sous le soleil brillant du nord, avec l'herbe chantant dans la brise et le ranch respirant à nouveau de manière stable, Gus laissa enfin la vérité s'installer sans la combattre. Il ne gardait pas un chien. Il était gardé, maintenu au monde par une boussole vivante qui était sortie du feu et avait refusé de le laisser se détourner. Parfois, le miracle n'est pas un mur de feu qui s'écarte ou une voix du ciel. Parfois, c'est une seule vie placée dans les bras de quelqu'un au moment exact où un cœur a décidé qu'il n'aimerait plus jamais. Dans cette lumière du Nord, il devient clair que les réponses de Dieu arrivent souvent tranquillement. Une porte ouverte, un souffle protégé, une créature loyale qui refuse de laisser une âme blessée rester enfouie dans les cendres. Et peut-être est-ce ainsi que le ciel fonctionne les jours ordinaires. Non pas en supprimant toutes les difficultés, mais en nous envoyant une raison de nous lever à l'intérieur. Si vous regardez ceci avec votre propre saison difficile, souvenez-vous de ceci. Dieu peut reconstruire une personne de la même manière qu'un ranch est reconstruit. Planche par planche, matin après matin, par de petits actes de courage qui ressemblent à une routine jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils vous ont sauvé. Alors ce soir, si vous pouvez faire une petite bonne chose, prononcer un mot doux, offrir une main, parce que l'amour que vous donnez est souvent l'amour que Dieu utilise pour vous ramener à la vie. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez et ce que vous portez. Et abonnez-vous pour plus d'histoires de loyauté, de guérison et de seconde chance. Que le Seigneur vous bénisse, protège votre maison, fortifie votre cœur dans les batailles silencieuses que personne ne voit, et vous guide vers un nouveau matin rempli de miséricorde.